Bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour être avec vous aujourd'hui pour présenter quelques parties de ma recherche actuelle. J'ai préparé les diapos en anglais, mais je vais présenter en français. Je vais parler sur le sujet les utiles aident à la décision axée sur les valeurs et les données dans le contexte de l'éco-conception. Tout d'abord, euh, euh, la majeure partie de ma discussion aujourd'hui est basée sur mon livre qui a publié au début de cette année, Éco-design 4.0. Dans ce livre, j'ai expliqué l'implication de l'industrie 4.0 dans le contexte de l'éco-conception et aussi la perspective de valeur des parties prenantes. Alors, dans le livre, j'ai concentré sur trois approches de produits, systèmes et aussi gestion. Alors, pour aujourd'hui, je vais commencer avec l'introduction, les pratiques de l'éco-conception et les enjeux. On va parler sur les enjeux d'un point de vue de produits complexes, les utiles et l'application. Ensuite, le résumé de la synthèse de revues de littérature. On a les différents utiles d'aide à la décision. On va parler sur les nouvelles tendances aussi dans ce contexte, les modèles, les modules aussi recueillis pour un outil hybride d'aide à la décision dans le contexte de l'éco-conception et ensuite l'implication, les approches axées sur les données et valeurs dans l'éco-conception, particulièrement pour design for disassemblage. Peut-être que vous savez la définition générale de l'éco-conception, mais c'est juste pour l'information que c'est la définition générale, c'est la conception et reconception pour des produits, services, processus ou systèmes pour considérer les trois piliers de la durabilité. Quelques points généraux dans le contexte de l'éco-conception. Premièrement, on a plusieurs utiles aide à la décision, les utiles de l'éco-conception actuelle, mais l'application est vraiment limitée. On a aussi études de cas, particulièrement dans une industrie particulière, mais il n'y a pas l'analyse multisectorielle dans le contexte des utiles aide à la décision. On a les différents types de données techniques, fonctionnelles, esthétiques et environnementales qui doivent être intégrées dans la modélisation. Et aussi, maintenant, on a aussi les aspects sociaux que c'est vraiment important pour considérer aussi la conception basée sur l'humain et aussi les aspects sociaux aussi. D'autres challenges qu'on a dans le contexte des produits complexes nécessitent une approche systématique parce que la complexité de l'analyse des données d'éco-efficacité pour tous les modules et composants, ça va être challenging aussi. On a besoin de considérer l'engagement des fournisseurs et ça va être un gros travail aussi avec fournisseurs, particulièrement les fournisseurs Tier 1. Et d'autres choses, c'est la nécessité de développer des outils et aussi les techniques d'exploration de données et aussi visualisation. Parce que dans ce contexte, il manque plusieurs techniques de cartographie des indicateurs de durabilité pour faciliter les choses pour l'équipe de conception aussi. Quels sont exactement les enjeux particulièrement pour les outils d'éco-conception? Premièrement, c'est la compréhension insuffisante des activités essentielles liées à chaque étape d'analyse de cycle de vie de produit. On a aussi les limites aux connaissances de base et aussi connaissances spécialisées pour l'équipe de l'éco-conception. La nature intensive de données, analyse de cycle de vie, on a aussi le manque de données disponibles dans la phase de la fabrication liée avec le processus de fabrication et aussi la phase d'exploration, la phase de maintenance et aussi la phase particulièrement pour la phase de fin de vie. Nous avons besoin aussi, c'est la raison pour laquelle on a besoin pour faire plusieurs hypothèses pour utiliser les données inventaires de l'analyse de cycle de vie et l'intégrer dans les outils aide à la décision. Mais quels sont exactement les défis dans l'application? Pour l'application, les entreprises manufacturières
doivent changer aussi leur pratique de conception. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a besoin maintenant des idées industrielles pour l'application des utiles. Pas pour nous les utiles, parce qu'on a vraiment différents types d'outils, que c'est vraiment difficile et challenging dans l'application, dans le côté application. Aujourd'hui, la situation est encore plus difficile parce que plus de produits sont connectés et on a aussi l'intelligence intégrée, les produits connectés, produits personnalisés ou open architecture aussi. Alors, le challenge de l'éco-conception aussi est lié avec le type de produit comme ça. D'autres défis, c'est le délai pour le cours pour lancement sur le marché. Alors, ça va être comme pressure pour l'équipe de l'éco-conception et c'est la raison pour laquelle les outils complexes n'est pas bon choix aussi pour l'intégration et l'application pour l'équipe de conception. Comme vous savez aussi, le concept, le contexte de l'éco-conception aussi, c'est les disciplines transdisciplinaires. Alors, on a les différentes disciplines qui doivent être travaillées ensemble pour les nouvelles innovations conceptuelles, théoriques, méthodologiques. Et il va créer aussi les différentes disciplines de nouvelles solutions et approches dans ce contexte aussi. D'autres choses, c'est lié avec l'exigence de conception, priorité de conception. On a aussi quel type de compétences sont recueillies aussi pour l'équipe de conception parce que la connaissance de base de l'efficacité énergétique, matériaux et gestion aussi sont très importants. Et communication et interprétation, comme j'ai dit, c'est la raison pour laquelle on a besoin les outils de visualisation aussi pour communiquer les résultats les outils aident à la décision pour l'équipe d'éco-conception. Pensée systématique, pensée de sectorisme et d'autres caractéristiques pour l'équipe. Bref, quelles sont exactement les nouvelles tendances dans le contexte des outils aident à la décision ici? On a plus concentré sur l'éco-conception de produits, services et systèmes. Les approches axées sur les données et les approches axées sur la valeur aussi. Et aussi, comment on est capable d'intégrer les techniques d'exploration de données et aussi pour améliorer la prise de la décision. C'est les tendances actuelles dans le contexte des outils éco-conception. Je vais commencer avec les approches axées sur la valeur et quelles sont exactement les lacunes dans la recherche pour ça. Et après ça, le côté des approches axées sur les données et comment on est capable pour l'intégrer pour avoir les outils intégrés, les outils hybrides aussi dans ce contexte. On utilise la définition de l'Institut américain de l'aéronautique dans le comité de programme de conception axé sur les valeurs. Alors, la définition de conception basée sur les valeurs, c'est comment on est capable d'équilibrer les performances, le coût et les calendriers et les autres mesures essentielles pour toutes les parties prenantes qui sont impliquées dans le contexte du problème. Alors, on a besoin pour avoir exigence flexibilité, optimisation formelle, mode de valeur mathématique et comment on est capable de définir l'espace de conception réalisable en fonction des différentes caractéristiques multidimensionnelles. Alors, on a le même défi qu'on a dans le côté de l'optimisation multi-objectif, comment on est capable pour définir l'espace de conception réalisable à la base des différents critères et aussi caractéristiques multidimensionnelles. Parmi les études de cas dans ce contexte et dans l'industrie aérospatiale, j'ai fourni quelques exemples. Optimisation axée sur la valeur dans la conception de panneaux de fuselage des avions, par exemple. Dans une étude comme ça, ils sont considérés le profit de manufacture, les coûts pendant la phase de l'utilisation et aussi que c'est lié avec le revenu de compagnie aérienne. C'est le valeur surplus aussi lié avec les produits de concurrents aussi. Alors, ça va être un contexte multi-acteurs.
Pour le côté de coûts, ils sont considérés coûts de fabrication, assemblage et aussi coûts de matériaux. Et c'est vraiment nécessaire pour considérer que l'approche axée sur la valeur est une méthode efficace pour considérer les valeurs de parties prenantes. Alors, c'est une méthodologie pour l'intégrer, les différentes valeurs basées sur les différentes les points de vue des différents acteurs. D'autres études, c'est calcul de coûts et simulation mécanique et électromécanique avec la gestion de processus ingénierie. Dans cette étude, plus de la conception sur la valeur, on a aussi la visualisation. C'est-à-dire que des codes de couleur a été utilisé pour mapper la valeur dans la modélisation de CAD 3D. Et après ça, on est capable pour considérer exactement la contribution de valeur pour chaque composant d'un nomenclateur de produits. Les études maintenant sont concentrées sur l'intégration analyse de cycle de vie dans le modèle KO avec SolidWorks Sustainability par exemple. Mais ici, c'est important pour intégrer le valeur et performance environnementale pour la cartographie avec un code couleur. Alors, c'est-à-dire comment on est capable pour l'intégrer les données analyse de cycle de vie et performance environnementale de chaque pièce. Ensuite, comment on est capable pour analyser le côté de valeur multidimensionnel et après ça, utiliser ce code de couleur pour visualiser à la fin pour équipe de conception. Mais quels sont exactement les défis actuels pour la conception axée sur la valeur? Premièrement, j'ai classifié à la base de quelques revues de littérature dans 5 catégories. Premièrement, c'est lié avec l'approche du système. Deuxième, c'est partie prenante. Troisième, c'est la définition de valeur pour chaque élément et sous-système et module dans modélisation d'éco-conception. Quatrième, c'est lié avec optimisation, modèle optimisation qui va être intégré. Et aussi, la dernière, c'est le facilitateur. Comment les différents facilitateurs décisionnels et technologiques vont être intégrés. Pour la première catégorie, pour le système, par exemple, définition de sous-système est très important. On a quelques défis pour est-ce qu'on a besoin pour considérer même niveau de détail pour tous les sous-systèmes? Comment on va préciser exactement l'information nécessaire? Est-ce que concevoir l'architecture de système fonctionnellement et physiquement doit être considéré? Ou peut-être définition de ça doit être, par exemple, est-ce que c'est fixe, est-ce que c'est dynamique, est-ce qu'on a besoin pour faire la mise à jour, l'information de définition à la base de l'information qui va être mise à jour pendant le processus de design. Pour le côté de partie prenante aussi, on a besoin d'une définition de valeur, par exemple, fonction de valeur et définition de valeur pour chaque partie prenante, valeur pour chaque partie prenante, attributs aussi, comment on va définir chacun. Fonction de valeur de sous-système aussi, est-ce que c'est fixe? Est-ce que ça va être modifié par l'information aussi? Et d'autres choses que c'est vraiment important, c'est l'effet de l'apprentissage, learning effect. Alors, dans la phase de conception de produits, on a learning effect. Comment on est capable, dans la modélisation, considérer aussi l'effet de l'apprentissage de l'équipe de conception. Je vais expliquer plus tard aussi quelle est l'idée pour l'intégrer learning dans modélisation aussi. Et définir d'espace de conception et à la fin, comme j'ai expliqué, facilitateurs, quels sont facilitateurs décisionnels et aussi technologiques. OK. Maintenant, comment les approches basées sur les données pour contribuer à ce contexte? Jusqu'à maintenant, on a expliqué la conception basée, axée sur les valeurs, et maintenant, à la base, l'intégration des données. Comme vous le savez, on a les différents types de données, la gestion dans le contexte de PLM, Product Lifecycle Management, les données de gestion de cycle de vie de produits. Ici, j'ai souligné exactement les données nécessaires pour le conception pour end of life et aussi conception pour remanufacturing. Par exemple, pour la conception, remanufacturing, on a besoin de considérer aussi les données dans la phase de la demande.
Ensuite, données fonctionnelles et paramètres dans la phase de conception, les données liées avec processus, tous les équipements pendant la phase de manufacturing, les données opérationnelles, toutes les données liées avec qualité, défaillance de pièces et aussi consommation énergétique et aussi l'état de pièces récupérées aussi dans la phase de disassemblage aussi aux fins de vie. Il y a, je trouvais seulement quelques études qui sont abordées, la conception axée sur les valeurs et conception axée sur les données, tous les deux ensemble. Il y a une étude toujours dans l'industrie aérospatiale. Dans une étude que j'ai trouvée, ils sont utilisés une étude, l'approche axée sur les valeurs avec l'intégration des critères qualitatifs quantitatifs pour les concepteurs. Et tous les critères et aussi, par exemple, de durabilité, ils sont considérés quelques critères de durabilité dans la modélisation et intégrer aussi les modèles numériques à la fin et utiliser une approche de machine learning pour sélectionner exactement la meilleure scénario de conception. Mais quel est exactement, comme on va regarder les différentes approches des outils d'aide à la décision généralement, ce n'est pas juste un contexte d'éco-conception, c'est généralement les différents outils d'aide à la décision. Nous avons 5 catégories générales, système d'aide à la décision axé sur la communication, on a plus de décideurs tâches partagées, système d'aide à la décision basé sur le document, on a les variétés de formes, système d'aide à la décision pour les données, on a manipulation des données internes et externes. Mais 3 approches qui sont généralement utilisées aussi dans le contexte de l'éco-conception, c'est système aide à la décision basé sur la connaissance, sur les données et aussi sur la modélisation. Je pense que pour modélisation, système aide à la décision basé sur le modèle, peut-être plus partie de modélisation maintenant, c'est à la base de ça, comme modèle optimisation et simulation de données à la base des différents paramètres pour analyser une situation particulièrement. Mais quel est le défi? Plusieurs paradigmes de modélisation analytique numérique que maintenant on utilise, c'est dans la modélisation de processus, de pratiques, et c'est l'approche dominante principalement basée sur la connaissance de l'expert. Alors, c'est-à-dire que knowledge-driven, partie de les outils à la décision basés sur la connaissance, c'est les outils qui vont être utilisés à la fin comme le niveau à la fin de toute modélisation qu'on va utiliser. Mais cependant, le manque de connaissances concernant le système actuel est inévitable. Alors, la modélisation basée sur les données peut être considérée pour aider à relever ce défi, c'est-à-dire comment on est capable d'utiliser les méthodes d'apprentissage automatique, machine learning, pour compléter ou remplacer les modèles basés sur la connaissance dans la modélisation dans les outils d'aide à la décision. Alors, l'idée, c'est l'approche hybride, particulièrement utiliser la modélisation axée sur les données et aussi ces modélisations, méthodes d'apprentissage automatique pour compléter et remplacer le parti de Knowledge-Driven Decision Support System. La synthèse de revue de littérature dans les outils d'aide à la décision montre quelques défis suivants. Premièrement, l'intégration de différentes bases de données. Comme j'ai expliqué, plus partie des outils d'aide à la décision, ils sont concentrés sur l'analyse de cycle de vie, mais il n'y a pas plus de discussion sur l'intégration, le côté de l'analyse de coûts ici. Le développement d'une interface efficace pour les concepteurs aussi, c'est vraiment important, capacité cartographie. Il montre dans plusieurs études que comment on est capable d'interpréter et communiquer les résultats des outils pour l'équipe de conception.
Euh, Considérant la nécessité d'analyser la grande volume de données aussi pendant le cycle de vie, on a besoin de considérer les approches axées sur les données, comme je l'expliquais, et l'intégration dans l'interface qu'il existe ici et les outils qu'il existe aussi pour l'équipe de conception. Par exemple, comment on est capable d'intégrer tous les éléments par exemple, l'outil de CAD parce que ça va être plus facile pour l'équipe de concepteurs pour comprendre exactement les résultats de l'utile de l'éco-conception. Et à la fin, les applications de technologie de l'industrie 4.0, ils ne sont pas considérés l'application dans ce contexte-ci. OK, comment on est capable de développer une approche hybride de l'éco-conception pour produits complexes? Comme j'ai expliqué maintenant, on a besoin de l'intégrer pour développer le modèle hybride. On a besoin de considérer l'accès sur le valeur. Alors, pour accès sur le valeur, 5 éléments que j'ai expliqués déjà, approche système, partie prenante, fonction de valeur, modèle optimisation efficace et aussi facilitateur décisionnel et technologique doivent s'intégrer. Dans d'autres parties, c'est les parties de l'axe, les données qu'on a besoin de considérer, analyse du cycle de vie, analyse de coûts aussi, les données liées avec PLM, ERP et aussi CAD qui doivent être intégrées. Mais comme j'ai expliqué, l'interface, c'est vraiment important, que ça va être lié avec méthodologie de cartographie des indicateurs de performance de l'éco-conception et aussi les outils de visualisation pour l'équipe de conception et comment on est capable pour utiliser machine learning pour améliorer aussi la connaissance et aussi la performance de la décision de l'équipe de conception aussi à la fin avec l'intégration comme ça. Dans le livre, j'ai expliqué les étapes et l'approche systématique pour développer un outil comme ça. Alors, on a besoin de concentrer sur un sous-système et module de produits complexes. Alors, collaboration avec les fabricants et aussi les fournisseurs tiers aussi, c'est vraiment important. Ensuite, développer des scénarios de conception en fonction de paramètres de conception, matériel, processus, structure et forme. Et après ça, on a besoin de considérer politique de durabilité court terme, moyen terme, long terme, parce que ça va être très, très important donc, pour considérer exactement les indicateurs de performance pour la modélisation, identification des critères de valeur de la durabilité, et aussi, ensuite, on a besoin pour développer des modèles de durabilité, comme j'ai dit, à la base de les données analyse du cycle de vie. Après ça, on a besoin d'analyse de corrélation parce que c'est l'analyse en critères de durabilité et scénario de conception. Et après ça, identifier les acteurs clés. Et après ça, l'utilisation de modèles, métamodèles comme par exemple à la base de Logic Flow ou peut-être d'autres modèles ML qu'on est capable pour l'utiliser, pour l'intégrer des modèles modélisation à la fin et visualisation des résultats pour faciliter la communication avec l'équipe de conception. Alors ici, vous pouvez regarder dashboard comme ça. Après avoir sélectionné une pièce, nous avons défini le scénario de conception, changement de type de connexion, changement de matériel, modification de forme géométrique, changement de procédé, par exemple. Dans le deuxième niveau, on a besoin de considérer les données, les bases de données que j'ai expliquées déjà. Différents critères qualitatifs et quantitatifs doivent être considérés. Comme j'ai dit, les données liées avec coût total de possession aussi, c'est vraiment important comment on va considérer ça et analyse corrélation, comme j'ai expliqué, pour l'intégration entre les scénarios qui sont déjà définis et aussi le côté de données dans toutes les données qui sont gardées dans la base de données de l'utile aide à la décision.
Pour application, dans le livre, je concentrais sur, je donnais exemple de cycle de vie simple de l'avion et le processus principal, j'ai expliqué les pratiques de conception pour maintenance et aussi pour désassemblage. Aujourd'hui, on va juste parler sur quelques points sur désassemblage. Euh, OK. Juste pour l'information, le processus général pour désassemblage va commencer avec identification des composants simples, analyse les modèles de produits. Alors, on a besoin de considérer nomenclature et aussi chaos, identification des matrices de niveau de type et liaison, et aussi planification de séquences d'assemblage pour le partie de modélisation. Maintenant, c'est à la base de optimisation, de planification de séquences de désassemblage. Ensuite, les caractéristiques de conception de produits, telles que le matériau, forme, dimension, architecture de produit, doit être évalué considérant tous les cycles de vie de produits. C'est la raison pour laquelle on a plusieurs éléments incertitudes dans la modélisation. Mais le concept de désassemblage, c'est pas utile juste pour les produits en fin de vie. C'est important pour améliorer la maintenabilité de produits aussi. Alors, c'est la raison pour laquelle, pourquoi, pour parler des outils pour cette modélisation, pour optimisation, les séquences de désassemblage va être utilisée dans le contexte de maintenabilité et maintenance aussi. Alors, j'essayais pour l'intégrer les différents éléments qui sont abordés dans différentes études pour comme critère de faciliter les travaux de désassemblage. Alors, on a le temps d'opération, la performance, la variabilité et incertitude dans les tâches, qui sont les défis considérables dans le contexte de manufacturing et aussi des assemblages, l'intégration de paramètres d'incertitude dans le développement de modèles d'optimisation, c'est vraiment nécessaire. Il n'y a pas plusieurs études qui sont considérées des éléments comme ça, comme paramètres stochastiques ou probabilistiques. Alors, l'idée, c'est on est capable pour avoir 4 modules généraux dans l'architecture de l'utile à la décision. Premièrement, on a approche axée sur le valeur pour considérer les critères qualitatifs, quantitatifs. Deuxièmement, c'est un module pour optimiser la planification de la séquence. Alors, pour exemple numérique, j'ai utilisé Logicflow. Alors, c'est une modélisation basée sur Logic, mais on est capable d'utiliser d'autres approches de machine learning aussi. Après ça, c'est la conception de co-création pour la conception de produits services. Alors ici, c'est l'intégration de valeurs d'un point de vue les différentes parties prenantes. Alors, j'ai identifié les différentes parties prenantes dans les assemblages et les pièces des avions. Et après ça, c'est comment on est capable d'intégrer les valeurs d'un point de vue de chacun. Et aussi visualisation, c'est visualisation à la base de modélisation, par exemple la modélisation de l'animation 3D ou peut-être KO, et aussi utiliser les données PLM. Alors, ces trois éléments donnent 4 éléments pour être considérés ensemble comme le côté de knowledge driven. Je vais expliquer plus tard quel est le défi ici. Pour l'approche axée sur la valeur, pour la performance, par exemple, pour le deux coûts, on a besoin de considérer le taux de circularité de matériel, énergie aussi. On a besoin aussi de considérer les différentes alternatives de fin de vie de produits et composants. Alors, ces 2 éléments qui ne sont pas bien abordés dans une modélisation jusqu'à maintenant. D'autres, c'est le changement de structure aussi doit être évalué d'un point de vue de serviceability, scalability et aussi commonality. Alors, 3 axes comme ça, comme les critères importants doivent être intégrés dans la modélisation. Pour améliorer, comme j'ai dit, la performance circularité et aussi l'extension
de la durée de la vie de pièce et aussi faciliter le processus de désassemblage. D'autres éléments que j'ai expliqués, c'est, comme je dis, j'ai utilisé Fuzzy Logic, mais on est capable d'utiliser d'autres éléments, d'autres approches de modélisation aussi. Les outils actuels considèrent généralement le temps de désassemblage comme un paramètre entrée pour le modèle. Mais il n'y a pas le calcul de temps de désassemblage effectif pour la modélisation. C'est des défis qu'on a actuellement dans le contexte. Alors, avec un étudiant de doctorat maintenant, on est en train d'utiliser dans modélisation qu'on a aussi, on va intégrer machine learning. On va utiliser aussi le temps aussi, ça va être considéré dans le processus de désassemblage, chaque étape, et ce n'est pas le paramètre entrée de la modélisation. C'est le challenge qu'on a pour l'intégration dans la modélisation. Il facilite aussi la prise de la décision intégrée pour comparaison les différentes alternatives de conception pour les concepteurs à la fin. L'idée pour la recherche en futur, c'est conception pour la courbe de connaissance de désassemblage qui s'appelle Design for Disassembly BOK. Design for Disassembly Body of Knowledge. C'est vraiment important dans le contexte de l'utilisation des modèles learning-based. Par exemple, comment on est capable d'utiliser l'apprentissage incrémental, l'apprentissage par transfert, pour améliorer le feedback de l'information fournie au concepteur par l'outil. Il manque dans la modélisation actuelle, parce que dans toute la modélisation actuelle, on a juste la phase décision et aussi après ça, exécution. Il n'y a pas le côté de création de knowledge, création de connaissances, par rapport aux indicateurs importants pour éco-conception. Et aussi, comment on est capable d'améliorer le feedback de l'information fournie aux concepteurs par utile, comme j'ai expliqué, et aider aussi aux concepteurs lors de la définition de solutions alternatives de conception. Alors, on a besoin de feedback ici que le feedback comme ça n'est pas considéré dans le modèle existant. Et comment les connaissances de l'équipe de conception pourraient être améliorées avec la modélisation efficace. Alors, c'est-à-dire, au lieu de juste considérer comme la phase de validation de modèle avec communiquer avec l'équipe de conception, ou peut-être pour validation les résultats des outils à la décision, comment on peut utiliser aussi les résultats de machine learning pour améliorer le feedback pour le concepteur et aussi améliorer le knowledge dans ce contexte. En résumé, le développement des outils à la décision hybride, c'est vraiment nécessaire dans ce contexte. Avec une approche de modélisation, c'est vraiment difficile pour aborder toutes les complexités que l'on a dans le contexte de désassemblage, parce que comme j'ai expliqué, c'est plusieurs éléments d'incertitude qu'on a dans ce contexte. Et aussi, on a besoin de considérer phase décisionnaire, exécution et phase knowledge pour l'équipe de conception, tous les trois ensemble qui manquent dans les approches existantes. Et plusieurs fonctionnalités aussi doivent être prises en compte lors de la conception pour les outils aide à la décision et on a besoin d'intégrer les différentes bases de données. Mais comme j'ai expliqué, c'est vraiment un challenge pour plusieurs à la base de manque de données inventoires, particulièrement pour la phase de fabrication et aussi pour la vie et aussi la maintenance. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis disponible.